Le concept même de mutation, c'est finalement ça, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence à l'intérieur de la cellule, ça change la cellule, puis ça transforme le corps, les interactions sociales, et potentiellement, ça transforme le monde. La jeunesse du projet. Je sortais d'une série qui s'appelle Ad Vitam, que j'avais faite pour Arte, et j'avais très envie de trouver une histoire autour d'une relation entre un père et un fils, avec une dimension fantastique. Et vraiment, le hasard a bien fait les choses, puisque j'ai participé à ce moment-là à un jury dans mon école de cinéma, la FEMIS, et j'ai à cette occasion-là lu les projets des élèves. Et il se trouve qu'il y avait un projet dont l'histoire était assez différente de celle d'aujourd'hui, mais il y avait déjà cette question de l'hybridation entre l'homme et l'animal, et j'ai trouvé que c'était voilà, vraiment la métaphore que je cherchais, donc j'ai immédiatement appelé l'auteur de ce scénario, et on a commencé un travail de 2 ans d'écriture commune. Je pense qu'on est tous conscients de la gravité de l'urgence écologique. Enfin, en tout cas, c'est un des sujets du film. Et c'est vrai que plutôt que de proposer une énième fiction post-apocalyptique, ce que je trouvais intéressant avec cette idée de la mutation, c'est que c'était l'inverse finalement. C'était d'un coup, on a un monde qui d'un coup devient plus divers, devient plus riche, devient plus vivant. Et comment on réagit face à ça, comment on fait face à cette diversité et à la différence. Et du coup, je crois que le film, certes, il raconte l'histoire d'une maladie, mais c'est une maladie qui rend le monde plus riche. Donc il a ce côté aussi lumineux et plus, ouais, voilà, plus joyeux, quoi. On a commencé à écrire 6 mois avant l'arrivée du Covid en France, donc non, la pandémie, elle n'a pas joué en tout cas, ça n'a pas été un vecteur d'inspiration ou quoi, mais par contre, il y a des petites références à cette période-là, parce qu'on a aussi écrit pendant le confinement, etc. Donc il y a un personnage qui parle de couvre-feu à un moment, et puis il y a une trace du pangolin, parce que tout le monde cherchait le pangolin à cette époque, et nous on peut se vanter de l'avoir trouvé. N'aie pas peur. Veuillez évacuer, monsieur, on va s'en occuper. Alors à l'écriture, on a identifié assez tôt 3 cœurs narratifs. En fait, je pense qu'il y en a vraiment 3 centraux. Après, il y a plein de petites arborescences, mais la première chose qui est vraiment le cœur du film, c'est le personnage d'Émile et ce qu'il va traverser avec, c'est-à-dire en fait le récit d'initiation. C'est un récit d'émancipation. Cet enfant qui a 17 ans et qui va apprendre à s'émanciper et dont le corps se transforme. Donc la mutation, elle démarre là. Ensuite, autour de ce premier noyau, il y a la question de la relation avec son père et tout ce qui se passe autour de cette famille. Et ce que ça permet de raconter, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire léguer un monde à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire hériter d'un monde, qu'est-ce que c'est ce mystère de la transmission entre les générations. Et le dernier niveau, c'est entre ces personnages-là et la société dans laquelle ils vivent. C'est comment se positionner dans un monde qui bascule rapidement. Donc quels sont les réflexes qui vont se créer. Il y a des réflexes de peur, de rejet, de violence. Il y a aussi des réflexes d'amour inconditionnel, d'hospitalité, d'entraide, etc. Et donc ça permet à tous les niveaux de traiter comment la mutation, quelles sont les conséquences de la mutation, de l'échelle intime à l'échelle
plus politique, voire écosystémique, puisque c'est aussi la question de comment on cohabite avec d'autres espèces, etc. Et on a essayé de tresser tout ça ensemble dans l'écriture, de façon à ce que toutes les trames évoluent au cours de l'histoire. Et au fond, j'ai l'impression que si c'était possible, c'est parce que le concept même de mutation, c'est finalement ça, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence à l'intérieur de la cellule, ça change la cellule, puis ça transforme le corps, les interactions sociales, et potentiellement, ça transforme le monde. Non mais c'est pas juste la France. Le réseau il existe dans plein de pays différents. Vous avez vu les chiffres? Les créatures c'est exponentiel. Il y en a de plus en plus et ça va pas s'arrêter. Donc ça sert à rien de les enfermer. Faut apprendre à vivre ensemble. Tu finis tes frites? Moi je dis on leur laisse la forêt. Comme un grand parc genre. On coexiste et voilà. Ouais, grave. Il n'y a pas de volonté poétique, c'est juste ça le souci. Ouais, enfin, concrètement, à part porter des t-shirts, vous faites quoi? Moi, je dis, il faudrait s'entraîner surtout. T'entraîner à quoi? À des techniques de combat. Comme ça, si on en croise une, on est prêt. Mais grave. En plus, moi, je suis trop une proie facile. Après, ça se trouve, j'en capture un et ça devient mon pote, genre. Tu me fais chier, je sors pas mon yinche. Je sors Godzilla. Moi, je pense que Godzilla te défonce surtout. Imagine, il y en a qui débarquent au lycée. Imagine, il y en a une dans tes frites. Qu'est-ce que tu fous, Maëlle? C'est hyper stressant. Ah, frère, tu collectes plus? Bah non, la préfecture, elle a interdit les dons alimentaires avec ce qui s'est passé au restaurant. Mais dégueu! Mais dégueu! Déjà, j'avais pas faim. Non, mais c'est une dent de lait, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est encore la baisse de la qualité dans les établissements scolaires. Ouais, c'est toi la baisse de la qualité. Tu disais quoi, toi? Rien du tout. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre film de genre, film populaire. La question, c'est est-ce que on arrive à transmettre une émotion? Moi, j'étais en tout cas toujours sensible à ça depuis le début de ce projet, qu'on soit avec les personnages dans l'émotion qui traverse, que ce soit l'histoire d'un jeune homme qui pour la première fois de sa vie tombe amoureux, que ce soit l'histoire d'un père et d'un fils, enfin, on a essayé de raconter cette histoire-là, et il se trouve que cette histoire, elle se raconte dans un monde où les gens se transforment en animaux, donc je suis content que la dimension fantastique ait pas constitué un barrage pour le public et que les gens soient venus le voir. Mais j'ai l'impression qu'au fond, le film, il raconte des thématiques qui sont assez universelles, au fond. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de la mutation, elle renvoie de manière hyper évidente à celle de la différence, au rapport qu'on entretient avec la différence en tant qu'individu, en tant que société. Donc ça, je pense que c'est difficile de passer à côté. Je pense que si on regarde Freaks, on a déjà cette question-là, c'est-à-dire que où l'île du docteur Moreau, c'est les mêmes questions que ça pose. La question, c'est la cohabitation, c'est des questions assez universelles. Comment on vit ensemble, quoi. Enfin, en tout cas, c'est toute la problématique du film, c'est comment eux, ils s'acceptent et comment nous, on les accepte. Oh là là là, encore une risa qui saute. Non mais les gens ont peur, qu'est-ce que tu veux? La peur, c'est la maladie de notre époque. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour la Saint-Jean, ça tient. Ça sauvera pas la saison, mais c'est déjà ça. Hein. Je compte sur vous pour la Saint-Jean, hein? Bah oui. Ah tiens, regarde. C'est l'initiative des commerçants. C'est moi qui ai fait le logo. On a pris ça aussi. C'est fait pour éloigner les chiens errants. C'est bien, non? Ça veut dire quoi, ça? Kaimi, las bestias, muech de loin. J'aime les animaux, mais de loin. C'est du gascon. Au début de l'écriture du film, on a eu l'impression que cette histoire d'hybridation homme-animal existe dans l'art, dans la peinture, dans la BD, existe dans le cinéma depuis l'origine. Souvent, ça a été pris dans une sorte de dualisme. D'un côté, on avait les monstres, et de l'autre côté, les super-héros. C'est-à-dire soit on devient une sorte de loup-garou, et un être maléfique qui est agressif vis-à-vis des humains, il faut le détruire, soit on garde toutes les qualités qu'on a en tant qu'humain, et on en récupère en plus qui font nous des surhommes. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était de transformer les personnages de façon à ce que quand un attribut animal arrive, il y ait un attribut humain qui disparaisse. Et on a essayé de jongler sans arrêt sur ce petit équilibre, de faire en sorte que lorsque Fix apprend à voler, il perde la parole, que quand Émile ne sache plus faire du vélo, il se met à courir plus vite. Et de faire en sorte que, du coup, on ne sera jamais dans un super-héros, parce qu'il n'y aura pas des super capacités, mais c'est pas non plus des monstres, parce que
il garde une part d'humanité et on n'est pas dans une altérité absolue. Et c'était dans ce fin couloir qu'on trouvait qu'il y avait quelque chose de singulier, d'original à montrer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'était intéressant de le faire dans notre société contemporaine et non pas dans un territoire totalement théorique ou dans un futur trop éloigné, quoi. Ça faisait partie des premières intentions du film, c'était de le situer dans la France contemporaine et sur un territoire donné. Ce territoire, en l'occurrence, c'est les Landes de Gascogne. C'est effectivement un endroit où j'ai grandi. Et puis il y a une grande importance de la forêt dans le film, ça c'est quelque chose qui s'est imposé à l'écriture. Et cette forêt des Landes de Gascogne, elle est tout à fait particulière. C'est un décor qui évolue d'ailleurs dans le film. On va démarrer sur une forêt qui est une forêt très industrielle, d'arbres plantés, un champ d'arbres en fait plutôt qu'une forêt, assez silencieuse, avec une seule espèce d'arbre. Et plus on avance dans le film, plus la forêt devient un espace chaotique, organique, vivant, désordonné, bruyant. Habité. Donc tout ça c'est le projet de l'histoire et c'est effectivement les décors de la Nouvelle-Aquitaine, Landes, Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne permettaient de raconter ça et de faire évoluer le décor vers quelque chose de plus profond, vers quelque chose de plus vivant, de plus organique. Donc voilà, j'étais vraiment ravi d'y retourner. C'est tout le trajet du film, on démarre dans un espace, on est bloqué dans un embouteillage, on est même bloqué dans une voiture, dans un embouteillage, dans un espace qui est très pollué visuellement et sur le plan sonore aussi. Et plus on va avancer, plus on va sortir de ça et redécouvrir autre chose. Et on termine dans quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, dans un décor qui est beaucoup plus naturel. Quand on rentre dans le film, la mutation elle est déjà là, elle est partout, et la société doit composer avec, et c'est précisément ce qui nous intéressait. C'est-à-dire que dans la plupart des films fantastiques où on est sur l'arrivée du patient zéro, ou si on est sur les premières émanations de l'anomalie. Déjà, il faut introduire, ensuite il faut expliquer, et souvent le film court après ça, court après expliquer pourquoi, ou expliquer comment on va le résoudre. Là, quand on arrive, c'est déjà là, et la société a presque déjà renoncé à le résoudre. Elle cherche à voir comment elle s'organise autour de ça. Et comment on s'organise, comment on fait face à la différence, comment on fait face à ces mutations. Et on trouvait que ces questions-là, le comment était peut-être plus intéressant que le pourquoi, parce que ça permet de regarder ça à l'échelle de l'individu, du corps du personnage qui est en train de changer, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une société. Ça permet de voir aussi comment les personnages se positionnent moralement dans une société qui bascule. Donc pour toutes ces raisons-là et toutes les résonances que ça offrait, on a trouvé que c'était plus intéressant d'arriver directement les pieds dans le plat dans un monde devenu complètement fou. Papa, ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Tu te souviens de ce qu'a écrit René Char? Tout ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Eh ben, je crois que tout Non, ça, mais ça te dégoûtait pas? Physiquement, genre? Bah non. C'était différent, c'est tout. On a affronté ça ensemble. Affronter, du coup. Oui, c'est une manière de parler. C'était toujours elle. Ça changeait rien, en fait. Tu l'embrassais encore? Oui, Émile, je l'embrassais encore. Tu te disais que ça pourrait continuer comme ça, toujours? Bon, on se concentre, là?
Tu m'en veux que l'hôpital, ils l'ont emmené après qu'elle m'ait attaqué? Je t'en veux de pas savoir conjuguer une phrase. Et de bouffer du saucisson à 1 euro de chez Leader Price. C'est toi qui l'as acheté. Est-ce qu'on est dans un monde réaliste ou pas? Moi, je crois que plus on se déplace dans l'histoire, plus on lâche les amarres et plus on part avec les personnages aussi dans le monde qui sont en train de s'inventer et dans cette fiction. Parce que c'est un monde qui évolue beaucoup entre le début du film et la fin du film. Moi, ce que je répétais souvent en prépa, c'est qu'on ne peut pas montrer la même chose à 1 heure de film et à 10 minutes du film. Il faut qu'on crante, faut que le film continue à progresser. Donc, pour moi, toute la dernière demi-heure, c'est plus, on est entre des moments de scènes d'action, des moments de contemplation presque poétique. Il y a 10 minutes sans dialogue avec une errance du personnage, etc. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il croise, les ambiances qu'il traverse, ont plus grand chose de réaliste à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que c'est important à un moment de partir avec eux et d'ouvrir des mondes comme ça nouveaux, parce que c'est tout le projet du film. C'est cette mutation, pour moi, c'est une sorte de nouvelle frontière, quoi. T'es con ou quoi? Tu vas te tuer! Descends! 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 Au scénario, il y avait déjà une idée des différentes espèces. En gros, ce qu'on s'est dit avec ma co-scénariste très rapidement, c'est qu'on avait envie de taper dans toutes les branches de l'évolution, de la classification, ne pas avoir que des mammifères, etc. On voulait vraiment avoir donc on a des arthropodes, on a des reptiles, on a des mammifères aussi, on a plein de choses. Et on a ouvert toutes les possibilités à l'écriture. Et ensuite, j'ai travaillé avec un premier dessinateur, Frédéric Peters, qui est un auteur de bande dessinée. On a donné vie à toutes ces idées-là et on a essayé plein d'autres choses, parce qu'il y avait aussi des trucs qui marchaient pas. On a essayé de comprendre comment la mutation allait advenir, si elle partait de l'intérieur, si elle faisait muter intégralement le corps, si elle pouvait se développer que sur un côté, si elle commençait en bas, en haut, etc. On a essayé plein de choses, il y a eu des centaines et des centaines de dessins et de planches. Et après, ce qui a vraiment changé les choses, c'est quand on a commencé le casting, c'est-à-dire que il y a des acteurs qui contiennent déjà quelque chose, qui ont des idées aussi sur ce qu'ils ont envie de devenir. Donc on est reparti pas à zéro, mais on est parti du corps des acteurs pour essayer de retrouver une réalité au fantasme qu'on avait sur les mutations. Et après, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que chaque créature qu'on voit dans le film, c'est à la fois un acteur, c'est un design, c'est des prothèses, c'est du make-up, c'est aussi des effets plateaux et c'est des VFX. Donc tout ça est mélangé au final. C'est quoi ce putain? C'est quoi?
pour les acteurs principaux, ça a été un travail de longue haleine. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a commencé la préparation plus d'1 an avant le film, 1 an et demi quasiment avant le film. Donc dans le cas de Paul, par exemple, il y a eu d'abord effectivement un travail d'observation des animaux, des loups, des chiens, et ensuite un travail d'exploration avec une chorégraphe autour de l'animalité, de comment utiliser son corps différemment, comment appréhender un décor ou une interaction avec un autre acteur différemment. Et donc il a développé tout un langage non humain différent. Je parle de langage corporel, mais également de langage oral, il a réappris à respirer autrement, etc. Ça change beaucoup, et la posture et la façon dont il pose sa voix. Parallèlement à ça, il y a eu évidemment un travail où on a moulé son corps, on l'a prothésé, on a trouvé des façons de le faire évoluer, et on a scrupuleusement regardé aux endroits du plan de travail et du scénario comment on gérait, et en termes visuels et en termes de comportement, comment on donnait des signes de sa mutation, comment on le faisait avancer dans l'histoire. Donc pour Paul, il y a beaucoup de signaux comme ça. Pour Fix, pour l'homme-oiseau, qui est à un stade de mutation beaucoup plus avancé, en gros c'est le même travail mais beaucoup plus poussé. Ne touche pas! Viens. Cassez-vous! Allez. Tom Mercier, qui joue l'homme-oiseau, a d'abord travaillé en observant les oiseaux et en se documentant dessus. La deuxième chose qu'on a faite avec lui, c'est un entraînement physique pour toutes ses impulsions, tout ce qu'il fait physiquement et qui est très engageant corporellement. Il a travaillé aussi pendant de longs mois avec des gens dont le métier c'est d'imiter les oiseaux, des chanteurs d'oiseaux. Donc il a inversé son flux respiratoire afin de s'exprimer comme un oiseau, parce que les oiseaux ils produisent des sons en aspirant, là où nous on produit des sons en expirant de l'air. Donc il a dû faire ce chemin-là, ça a pris des mois pour s'entraîner à ça et produire des sons. Et puis après, il y a eu un travail de prothèse, d'essayer on lui a posé intégralement une nouvelle peau, donc il a une peau pigmentée, etc., comme un oiseau, avec des picots, des plumes. Il y a son exosquelette articulé, parfois prolongé en VFX, parfois non. Il a des fausses pattes, voilà. C'était 7 heures de maquillage pour Tom Mercier tous les jours. T'es prêt? C'est con. Au début, ils m'ont fait de la chirurgie correctrice. C'est le vrai massacre, t'as vu? Tu entends ma voix? Comme elle change? Parfois, c'est bloqué. Ça me fait mal. Moi, c'est ma colonne. Je sens à l'intérieur, ça craque. Comme si mes os, ils bougent, tu vois. Mais le pire, c'est les poils. Les poils de loup, c'est rêche, ça gratte. Poil de teke, lui. Au caniche. Trop pas, de l'eau. Dans tous les cas, c'est ridicule. T'as vu ta gueule, sérieux? Je suis pas fini. Je vais être sublime. Je vais être sublime.
En termes de direction d'acteur, étonnamment, c'est exactement le même travail avec des personnages qui restent humains tout au long du film et avec des personnages mutants. Ce qui change, c'est les outils avec lesquels on travaille l'émotion, mais pour moi, il n'y a aucune différence dans le rapport que j'ai avec les comédiens quand il s'agit d'un homme-oiseau et d'un jeune homme qui se transforme en loup et que ces deux personnes s'enlacent et la trajectoire du père et du fils, c'est des témoignages d'amour qui s'expriment différemment, mais on les travaille exactement de la même façon. C'était justement ça qui était intéressant dans tout ce travail préliminaire avant le tournage, c'était de développer avec eux, je parle des personnages qui ont vocation à se transformer dans le film, de développer avec eux un langage qui est différent, et ensuite on l'utilise, mais on l'utilise exactement de la même façon, avec les mêmes curseurs que dans une direction d'acteur classique. Est-ce que c'est plus, moins, est-ce que ça doit être plus discret, est-ce que là on est trahi par un sentiment ou pas, c'est la même chose, on travaille exactement de la même façon. Mais le son, c'est vraiment le corollaire de l'image, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que la forêt évoluait pendant le film, le son lui aussi se remplit de couches, c'est-à-dire que c'est assez symptomatique quand on visite la forêt des Landes, elle est silencieuse, quoi. Il n'y a pas un bruit en fait, il y a très peu d'espèces animales qu'on entend parce que il y a une monoculture de pins et que les sols sont acidifiés, etc. Il n'y a pas beaucoup de vivants. Et en fait, toute l'idée, c'est que ce monde, il se revitalise au fur et à mesure du film. Donc on a pris des sons sur place, notamment autour des points d'eau où il y avait plus de vivants. Et ensuite, on a organisé par strates, de façon à ce que plus on avance dans le film, plus ce monde devienne riche, plus il se réveille. Et il devient presque une bande originale à lui seul à un moment de l'histoire. Alors pour la musique, on a décidé de confier le travail à Andrea Laszlo De Simone, qui est un chanteur, interprète, compositeur italien, qui avait sorti un magnifique EP en 2020 qui s'appelle Immensità. Alors moi j'aime énormément sa musique parce que c'est quelqu'un qui a un talent mélodique et orchestral incroyable et qui sait faire beaucoup avec peu. C'est-à-dire qu'il compose et il joue tous les instruments, donc il y a un truc comme ça d'homme orchestre il y a quelque chose de très organique qui émane de sa musique. Mais il sait trouver des mélodies qui prennent énormément de place avec très peu de choses, quoi. Et il a un talent pour trouver des mélodies qui sont très poétiques, très organiques, très lyriques même. Donc on a décidé de travailler avec lui et ce que je lui ai demandé c'est d'avoir une approche la plus organique possible. Au début on est même parti sur de la musique presque concrète, hein, c'est-à-dire juste des sons de bois, des sons de respiration, des battements de cœur, des choses comme ça. Et petit à petit on a élargi, il a proposé de la musique plus orchestrale, etc. Mais je suis très fier du travail qu'il a fait. Je le trouve hyper proche de la texture du film et des trajets des personnages. Pourquoi j'ai coupé le petit épilogue qui avait été montré à Cannes? Tout simplement, j'avais pas totalement terminé le travail, je pense, quand le film a été montré. Ça m'a paru assez clair en voyant le film. J'aime beaucoup l'épilogue, mais c'était un peu faire le choix entre un épilogue qui ouvre et qui est intéressant et une fin qui est plus cut, mais aussi plus émouvante. Et j'avais l'impression que c'était un plus beau cadeau à faire aux spectateurs de terminer là-dessus et de laisser à chacun la possibilité d'imaginer le monde d'après.
Émile,